fait, on avait une question. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Denis Bellil. Je suis professeur ici à l'Université en lettres et communications. Je suis aussi vice-président de la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université, la FQPPU. J'aimerais remercier la REMDUS d'organiser un événement de la sorte. C'est des événements importants. J'aimerais aussi vous féliciter d'avoir réussi à avoir sur votre panel Florence Piron, qu'on connaît bien à la FQPPU, André Lajoie, deux vice-recteurs en soirée comme ça. C'est pas une mince chose d'avoir réussi à faire ça. Je veux simplement faire une mise au point de terminologie pratiquement, parce que l'ennemi de ces tables-là, c'est souvent la polysémie, qu'un mot veut dire la même chose, puis on entend des choses différentes par le même terme. Et ici, bon, il est question de recherche. Puis on parle des chercheurs, on parle de la recherche. On ne parle pas souvent de la distinction entre recherche universitaire puis la recherche en général. J'ai l'impression qu'il est hautement souhaitable que la société ait dans son arsenal une institution dont la vocation est de veiller au maintien de la vitalité de la connaissance au sein de la société. Je pense que c'est ça la mission fondamentale de l'université. La mission fondamentale de l'université, ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas la recherche, ce n'est pas la qualité de vie, ce n'est pas de faire des produits. La mission fondamentale de l'université, c'est de veiller à la vitalité de la connaissance au sein de l'université. Et ça se traduit par de l'enseignement, par de la recherche, parfois avec le partenariat privé, parce que, comme le disait M. Beauvais, c'est là parfois où se trouve la connaissance la plus achevée. Elle se trouve là, donc on irait la chercher là. Mais à toute fin pratique, le chercheur devrait être laissé à son éthique personnelle de recherche et choisir ses sujets de recherche. Pas nécessairement parce qu'il trouve ça le fun et qu'il y a une curiosité, parce que dans sa compréhension du processus épistémologique d'un type de connaissance en particulier, d'après lui, la zone d'obscurité se trouve là, et c'est là qu'il faut aller. Alors, c'est ça qui doit guider le chercheur. D'être redevable à la société, soit, mais la société ne devrait pas vraiment décider des orientations de recherche. C'est comme si l'Association des malades se regroupait pour dire aux chirurgiens comment opérer. On ne fait pas ça. Alors, cette institution-là, qu'est l'université, elle est nécessaire, et si elle veut participer pleinement à l'économie du savoir, elle devrait susciter, ou en tout cas encourager la formation de davantage d'instituts de recherche privés, même des instituts de recherche citoyens. Ce serait une très bonne chose. On opérerait une démarcation entre la recherche universitaire et la recherche de type citoyenne, ou la recherche qui serait plus ciblée par l'entreprise privée. Donc, c'est la mise au point que je voulais faire. Je crois qu'il y a une distinction importante à faire entre recherche universitaire, recherche en général. Et en ce qui concerne l'université, il est certain, je suis assez d'accord avec ce que Mme Lajoie disait, il y a un mode de financement de la recherche qui est hautement nocif à l'heure actuelle, qui devrait être revisité, et pas de la façon dont ça a été annoncé aujourd'hui, une façon un peu plus... Oui, j'apprécie ce que vous venez de dire. Justement, quand vous dites que le chercheur, il doit être libre, pas pour se faire plaisir, bien, quand je disais tout à l'heure qu'il devait pouvoir choisir selon son goût, c'est évidemment dirigé par l'état des connaissances à ce moment-là et le lieu où ça mène que de les faire avancer, puisque, je le répète, la recherche, c'est de la création. Et quand on a des sujets qui sont imposés par des gouvernements, les gouvernements, ça a une vitalité d'à peu près 4 ans, il paraît, hein? Dans le meilleur des cas, semble-t-il. Les organismes subventionnaires, et nos questionnaires nous l'ont prouvé, ne sont pas indifférents aux priorités gouvernementales quand ils sont en train de choisir les objets du ciblage. Parce que s'ils veulent avoir des subventions l'année suivante, il faut qu'ils fassent plaisir au gouvernement. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait des cibles à court terme. C'est pas qu'elles sont mauvaises, toutes les cibles qui sont proposées, mais c'est qu'elles font l'économie, elles font abstraction des cibles à plus long terme, dont l'utilité paraît moins immédiate, mais qui va se développer, comme je l'ai exposé avec un cas, des années plus tard.
je me rappelle bien des propos que vous aviez tenus lors d'une conférence à l'FQPPU qui allait exactement dans ce sens-là. Et si je peux prendre encore un peu de temps, j'ai un collègue en histoire de l'art m'a fourni l'occasion d'une comparaison qui est assez édifiante, je trouve, au niveau de l'art. Il semblerait, puis je suis pas un expert dans ce domaine-là du tout, mais il semblerait qu'à l'époque nazie, à la montée du Troisième Reich, l'ensemble des artistes a été soumis à des contraintes. Alors, les artistes ne créaient pas, puis on parle des sculpteurs, des peintres, des architectes, etc., et ils étaient soumis à partir d'un comité qui était chargé d'évaluer leurs projets de création, de sculpture, etc. Alors, il n'y avait que de la création artistique sanctionnée, ciblée par le gouvernement. Et vous regardez l'art qui a été produit dans ce temps-là, c'est d'une platitude mortelle. C'est pas beau. C'est laid, c'est tout le temps grandiloquent, grandiose, c'est carré, c'est tout le temps un petit peu colossal. C'est vraiment aberrant. Puis, on a l'avantage en art de pouvoir visualiser le tort que ça fait, alors qu'en science, on ne le voit pas. Il y a des effets nocifs cumulatifs qui, à un moment donné, vont faire en sorte qu'il va exploser des problèmes, comme le soulignait Florence, où on a des problèmes de fraude importants qui sont difficiles de découvrir. Qui vous voulez découvrir ces fraudes-là? Il n'y a que des spécialistes du même domaine qui vont le découvrir. Puis ça, je suis convaincu, ce n'est que le bout de l'iceberg. Il y a dans la manière par laquelle se manifeste la recherche subventionnée de la manière actuelle, il y a une cumulation à l'heure actuelle d'effets nocifs qui vont faire en sorte, en bout de piste, qu'on va découvrir de façon probablement assez malheureuse qu'on aura fait fausse route. Alors, s'il était encore temps de changer, ce serait souhaitable de le faire. Oui, madame. Un exemple récent là, de l'effet que l'État peut avoir sur la recherche, c'est ce que le gouvernement Harper est en train de faire en coupant des instituts de recherche, etc. C'est absolument abominable. Je vais revenir à cette question de la liberté, parce que dans le fond, je ne vais pas terminer mon raisonnement là. C'est sûr que je suis pour la liberté. J'organise à Québec un événement, la Nuit de la Liberté. Là. Je suis la première à ne pas supporter qu'on m'encadre ou quoi que ce soit. Mais je suis une prof d'éthique. Et la liberté, si on reprend ce n'est pas la même chose que le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est je fais ce qui me tente. Puis vous connaissez la métaphore de l'âne de Buridan, là. J'hésite tellement entre deux choses, entre l'eau et l'avoine, que je finis par me laisser mourir de faim. Et si on prend la liberté au sens de Kant, par exemple, c'est je choisis les règles moi-même auxquelles je me soumets, en gros. Et si vous prenez la merveilleuse définition de l'éthique de Michel Foucault, c'est qu'est-ce que l'éthique si ce n'est la pratique réfléchie de la liberté? Donc, ce que je veux dire par là, je ne veux pas dire que les chercheurs, on a le choix entre ou bien on fait ce qu'on veut, le libre arbitre, ou bien on est complètement encadré par un gouvernement de style hitlérien. Et ça, c'est quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut donner une formation en éthique des sciences aux jeunes, c'est de développer un sens. Moi, j'avais appelé ça, et j'ai compris tout ça. J'ai compris. Ces idées-là datent de quand je faisais mon doctorat, où tout d'un coup, je découvrais que j'avais un tel pouvoir de produire de la connaissance, je me suis sentie tellement responsable en même temps. Donc, on a cette liberté, mais ça va avec une éthique, moi j'appelle ça l'éthique de la concitoyenneté. Donc, se rappeler que oui, on a cette liberté, mais on a cette liberté parce qu'il y a des contribuables qui payent pour l'université, qui payent pour la protéger, qui appuient l'université. Cette liberté-là, elle ne m'est pas indue. Cette liberté-là, je dois la mériter. Et comment je dois la mériter? En étant responsable dans mes choix de projet de recherche. Bon, chacun dans son domaine, ça peut être différent là. Mais ça se ramène, je suis d'accord là, à une question de valeur personnelle, une conscience de notre responsabilité sociale comme chercheur. Responsabilité aussi politique, c'est-à-dire vis-à-vis de nos concitoyens. Responsabilité, et donc c'est personnel, mais je pense que l'université a un rôle, et moi je me bats pour ça depuis très longtemps à différents niveaux. Je ne me bats pas, mais en tout cas j'essaye, je sème des graines, une responsabilité de former les chercheurs à cette responsabilité. J'avais fait une enquête il y a quelques années sur la formation en éthique donnée dans les universités québécoises. Puis, j'ai bien vu que surtout l'éthique de la recherche avec les participants humains, ça allait bien, relativement bien. Tous les cours de méthode avaient au moins 3 heures consacrées à ça, là, comment répondre au comité d'éthique. Et la question de l'intégrité de la recherche, donc ne pas faire de fraude, etc.,
Et cette question de la responsabilité sociale, elle était uniquement transmise dans la relation du directeur, directrice de thèse à l'étudiant. Et si c'était par hasard un directeur, directrice de thèse que ça n'intéressait pas ou qui n'y pensait pas, l'étudiant n'était pas formé. Le seul message qu'il recevait, c'était « tu dois publier, publier, publier », puis c'est tout. Hein? Il n'y avait pas cette réflexion sur c'est quoi le rôle social d'un chercheur dans une société. Et donc je me dis si on créait une formation qui permettrait aux jeunes chercheurs de comprendre ça, puis de se dire que c'est une question tout à fait normale. Chacun va y trouver sa réponse, mais qu'il faut se poser cette question à un moment donné de notre parcours de chercheur. On va être amené là à moduler cet équilibre entre liberté et responsabilité, et se construire son éthique.